Un groupe de scientifiques en mission de recherche au pôle Nord pensait être complètement seuls sur cette étendue de terre gelée. Mais ils ont eu le choc de leur vie lorsqu'ils sont tombés sur une douzaine de silhouettes figées. À première vue, ils pensaient qu'il s'agissait de statues, mais en regardant de plus près, ils ont compris que ce n'en était pas. Ce qu'ils ont découvert a fini par faire la une des journaux du monde entier. Malgré toutes les photos prises par l'équipe, la plupart des gens avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Toute l'histoire semblait trop folle, presque digne d'une mauvaise théorie du complot. Pourtant, les preuves étaient bien là, visibles par tous. Ce n'est qu'après que des équipes de journalistes se sont rendues aux coordonnées exactes et ont vu les étranges figures de leurs propres yeux que les gens ont commencé à accepter la vérité. Peut-être que le monde ne savait pas tout sur le pôle Nord, après tout. Comme pour la plupart des missions scientifiques, les instructions pour celles-ci étaient simples et claires. Mais ce n'était pas une expédition ordinaire. Chaque voyage comporte son lot de surprises, mais celle-ci était totalement différente. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir, et une fois l'information rendue publique, elle s'est répandue partout dans les médias. Ce sur quoi ils étaient tombés n'était pas seulement étrange, c'était quelque chose d'inédit, jamais vu auparavant. Dès leur arrivée à la base, quelque chose semblait anormal. Cela aurait pu être le froid ou le vent incessant, mais une impression dérangeante flottait dans l'air, comme si quelque chose allait mal tourner. Et finalement, c'est ce qui s'est produit. Les scientifiques étaient là pour une mission de routine, surveillant la fonte des calottes glaciaires, un travail qui nécessitait une observation constante. Ils prenaient leur tâche très au sérieux, ce qui rendit ce qui suivit encore plus surprenant. Lorsque les scientifiques sont arrivés, quelque chose clochait déjà. Ils étaient impatients de commencer leur travail et de remplacer l'équipe précédente. Mais en atteignant la base, ils l'ont trouvée vide. L'équipe qu'ils devaient relever était déjà partie. Cela n'aurait jamais dû arriver. Il devait toujours y avoir quelqu'un sur place. Qu'est-ce qui avait pu les pousser à partir si brusquement? C'était profondément troublant. Ils ont essayé de contacter leurs correspondants pour comprendre ce qui s'était passé, mais le mauvais temps rendait toute communication presque impossible. Personne ne leur donnait de réponse claire sur l'endroit où se trouvait la première équipe. Était-elle partie plus tôt à cause d'une tempête ou pour une autre raison? Pire encore, étaient-ils seulement rentrés chez eux? La nouvelle équipe n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Malgré toute cette étrangeté, les 2 semaines suivantes se sont déroulées plus ou moins comme prévu. Le temps est resté rude et contacter qui que ce soit devenait encore plus difficile. Pourtant, ce malaise persistant ne les quittait pas. L'équipe ne cessait de penser aux personnes qui les avaient précédées. Allait-elle bien? Était-elle en danger? Cet endroit était-il seulement sûr? Puis quelque chose s'est produit. Une nuit, un scientifique a remarqué un signal étrange provenant de la radio. Il a rapidement réveillé les autres et a demandé que le message soit répété. À moitié endormis, ils ont écouté attentivement. Dès qu'ils ont compris ce qui était dit, ils ont été pleinement alertes. C'était un appel de détresse. Le signal était faible et se coupait sans cesse, mais la voix demandant de l'aide était suffisamment claire pour leur glacer le sang. La personne à la radio répétait sans arrêt les mêmes coordonnées. Les scientifiques les ont notées à la hâte et ont essayé d'obtenir une réponse, mais la météo empirait de minute en minute. Puis le signal s'est brusquement interrompu. L'équipe est restée là, ne sachant que faire. À leur connaissance, ils étaient les seuls à occuper cette base, et aucune station voisine n'était censée être active. Il faisait un froid glacial et l'obscurité régnait presque toute la journée. Être là était dangereux, et ils n'avaient obtenu autorisation d'y venir qu'avec un accord gouvernemental spécial. Alors qui d'autre pouvait bien se trouver dehors? Ils ne pouvaient pas ignorer cela. Quelqu'un était là-bas et avait besoin d'aide, peut-être même plusieurs personnes. L'endroit indiqué n'était pas trop éloigné. La marche serait difficile, mais possible. Ils n'avaient pas vraiment le choix, ils devaient y aller. Normalement, il aurait fallu quelques heures pour s'y rendre à pied, mais avec la tempête, ils estimaient que cela prendrait presque toute la journée. Ce ne serait pas facile, mais pas impossible non plus. Pourtant, une question les hantait, les personnes en détresse pourraient-elles tenir aussi longtemps? Ou arriverait-il trop tard? L'emplacement sur la carte se trouvait dans une direction qu'ils n'avaient jamais explorée. C'était en dehors de leur zone d'étude habituelle, ce qui signifiait qu'ils avaient théoriquement besoin d'une autorisation. Mais la tempête avait coupé leur radio, et chaque tentative pour demander la permission se soldait par le silence. Ils perdaient un temps précieux.
La décision était claire, ils devaient partir, avec ou sans autorisation. Il n'y eut aucun débat. Tout le monde était d'accord. Si quelqu'un avait besoin d'aide, il devait intervenir. Ils ont fait leur bagage rapidement. Laisser la base sans surveillance n'était pas idéal, surtout en mettant leur étude en pause, mais ils n'avaient pas le choix. Ils ont pris uniquement l'équipement strictement nécessaire. Ils ne pouvaient cependant pas partir avant le matin. Attendre leur pesait, mais c'était la seule option sûre. Prendre des risques dans un environnement pareil aurait pu leur coûter la vie. Même avec toute leur préparation, la nature restait brutale et imprévisible. Dès le début du voyage, le temps est devenu encore pire. Vent, neige, froid glacial. La visibilité se limitait à quelques mètres. Ils avançaient lentement. Lorsqu'ils se sont approchés des coordonnées, tout le monde était épuisé, et ils n'avaient toujours vu aucun signe de vie. C'était inquiétant. Le plan était de trouver des personnes et de les ramener à la base, mais à chaque heure qui passait, la situation devenait plus difficile. Tous étaient à bout de force. Ils ont envisagé de s'arrêter pour se reposer, ce qui aurait été la décision la plus raisonnable. Mais ils se sont souvenus de la voix à la radio. Ils ne pouvaient pas laisser quelqu'un souffrir dehors, pas s'ils étaient si proches. Alors ils ont continué, gravissant une dernière colline glacée vers l'endroit indiqué sur la carte. Cela avait été une marche longue et épuisante. Ils avaient froid, étaient épuisés et remplis de questions. Tout au long du trajet, ils n'arrêtaient pas de se demander la même chose. Comment quelqu'un d'autre pouvait-il se trouver ici? Ils n'arrivaient pas à se sortir cette idée de la tête. Comment quelque chose comme ça pouvait-il exister dans un endroit pareil? Et comment se faisait-il que personne de responsable n'en ait eu connaissance? Le groupe pensa qu'ils apercevraient peut-être un avion écrasé ou un hélicoptère, quelque chose qui expliquerait comment des gens avaient pu arriver là. Peut-être que ceux qui avaient besoin d'aide venaient tout juste d'arriver. Mais il n'y avait aucune épave, aucun véhicule d'aucune sorte. À la place, ce qu'ils découvrirent était complètement différent et franchement étrange. Personne ne comprenait ce qu'ils avaient sous les yeux. La tempête s'était suffisamment calmée pour leur permettre de distinguer quelque chose d'inhabituel à travers la neige et la glace. Au début, ils crurent que leurs yeux leur jouaient des tours, mais non, cela ressemblait vraiment à une vieille maison entourée d'un muret de pierre. Il y avait même des arbres dénudés, comme si quelqu'un avait autrefois entretenu un jardin à cet endroit. Qu'est-ce que c'était que cet endroit? Et ce n'était même pas la partie la plus étrange. Tout autour du jardin se tenaient des silhouettes. Elles avaient l'air humaines. Trop humaines. Étaient-ce les personnes qui avaient envoyé l'appel de détresse? Étaient-elles mortes de froid ici? Le site était glaçant. Quelque chose de terrible s'était produit en ce lieu. Mais quoi? Et comment tout cela pouvait-il être réel? Les scientifiques n'avaient pas de réponse, mais ils savaient qu'ils devaient s'approcher. Si ces silhouettes étaient vraiment des personnes, ils devaient en avoir le cœur net. La plupart des membres de l'équipe ne disaient pas un mot. Ils étaient sous le choc, ne sachant ni quoi penser ni quoi faire. Pourtant, ils avancèrent. La maison, les arbres, les figures figées. Rien n'avait de sens. Si c'étaient bien les personnes de l'appel, alors la situation était encore pire qu'ils ne l'avaient imaginé. L'équipe avança aussi vite que possible, se frayant un chemin dans la neige avec leur équipement lourd. La tempête s'était un peu calmée, mais le froid et le terrain restaient difficiles. Rien ne s'expliquait, mais ils n'allaient plus faire demi-tour maintenant. Ils choisirent l'une des silhouettes et se précipitèrent vers elle. L'un des scientifiques retira ses lunettes de protection pour y voir plus clair. Ce qu'il découvrit lui souleva le cœur. Les silhouettes n'étaient pas des personnes. C'étaient des statues figées sur place. Et une grande partie de ce qu'ils avaient vu dans le jardin était aussi. Mais cela n'expliquait rien. Si ce n'était pas de vraies personnes, alors qui avait envoyé l'appel? Et pourquoi tout cela se trouvait-il ici? Le groupe s'enfonça davantage, espérant trouver plus d'indices. Au loin, ils aperçurent quelque chose qui ressemblait à une cabane. En s'approchant, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un vieux chalet usé par le temps. Il ne semblait pas faire partie de la maison. Il était séparé, mais proche. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Était-il prudent de s'en approcher? Après quelques échanges, ils décidèrent de frapper. Il n'y eut aucune réponse. Ils se regroupèrent et avancèrent prudemment vers la porte. L'un des scientifiques tendit la main et tourna doucement la poignée.
À la surprise générale, elle céda. La porte n'était pas verrouillée. Cela n'avait aucun sens. Personne n'aurait dû pouvoir survivre ici, dans un endroit aussi isolé. Pas sans un soutien sérieux. Ils entrèrent. Ce qu'ils découvrirent était encore plus étrange que tout le reste. Le chalet était en assez bon état. Tout était intact. Rien ne semblait abandonné ou cassé. Même la cuisine contenait de la nourriture dans les placards, et rien n'était avarié. On aurait dit que quelqu'un était passé par là récemment. La personne qui avait envoyé l'appel de détresse vivait-elle ici depuis tout ce temps? Après avoir inspecté chaque pièce et s'être assuré que l'endroit était vide, les scientifiques décidèrent qu'ils avaient besoin de se reposer. Ils retirèrent leur équipement extérieur et acceptèrent de passer la nuit à l'intérieur. Ils étaient épuisés et devaient reprendre des forces. Et puis, si quelqu'un vivait réellement ici, il pourrait revenir. Il était logique d'attendre. La soirée arriva rapidement, et chacun choisit un endroit pour s'allonger. La plupart s'endormirent presque immédiatement, complètement exténués par la marche. Tous sauf un, Matthew. Peu importe ses efforts, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Son esprit revenait sans cesse à ses statues. Tout ce qu'ils avaient vu ce jour-là était étrange, mais ces statues, il y avait quelque chose de profondément inquiétant chez elles. Il n'arrivait pas à s'en défaire. Quelque chose clochait dans toute cette histoire, et il n'était pas certain qu'il soit en sécurité ici. Matthew se répétait qu'il devait bien exister une explication logique à la présence de ces objets dans un endroit pareil. Mais sans personne pour lui donner des réponses, cela le rendait fou. Frustré et agité, il se leva brusquement. De toute façon, dormir était impossible. Il s'approcha de l'unique fenêtre du chalet et jeta un coup d'œil dehors. À sa surprise, la tempête s'était complètement dissipée. Avant qu'il ne puisse se dissuader, il avait déjà remis ses bottes et se dirigeait vers la porte. Quelque chose le poussait à retourner vers ces étranges statues. Il avait l'impression d'avoir manqué quelque chose la première fois. Matthew sortit discrètement, prenant soin de ne pas réveiller les autres. Le froid le frappa de plein fouet, mais la tempête était passée et, avec la pleine lune au-dessus de sa tête, la visibilité était bien meilleure à travers ses lunettes de neige. Il se dirigea droit vers l'une des silhouettes, balaya davantage de neige et commença une inspection minutieuse. Il sortit sa loupe et examina la statue avec attention, en partant de la base et en remontant lentement. Après quelques minutes d'examen, il pensa qu'elles étaient probablement faites d'une sorte de pierre ou peut-être de métal. Mais tout changea lorsqu'il regarda la statue dans les yeux. Les yeux de Matthew s'écarquillèrent. Soudain, des choses qui n'avaient pas de sens auparavant commencèrent à s'emboîter. Il recula d'un pas, le cœur battant, et cria en direction de la maison pour que quiconque était réveillé sorte immédiatement. C'était urgent. Il crut entendre des voix s'agiter à l'intérieur du refuge pendant qu'il attendait. Tout en restant là, il sortit rapidement son appareil photo et se mit à prendre des clichés. Si ce qu'il avait vu était réel, il lui faudrait des preuves. Personne ne le croirait autrement. À ce moment-là, l'une des autres scientifiques, une femme de l'équipe, sortit à son tour. Elle referma doucement la porte derrière elle et commença à s'avancer vers lui dans la neige. Mais avant d'arriver jusqu'au bout, elle s'arrêta net au milieu du chemin. Elle semblait figée, incapable de bouger les jambes. Son bras se leva en tremblant et elle pointa directement Matthew du doigt. Déconcerté, il l'appela, mais elle ne répondit pas. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Elle ne le pointait pas, lui. Elle pointait derrière lui. Matthew se retourna brusquement et, au moment où il vit ce qui se trouvait derrière lui, il comprit sa réaction. Son estomac se noua, mais en même temps, une étrange sensation de soulagement l'envahit. Cela devait être la raison de l'appel de détresse. Tout s'expliquait enfin, mais désormais la peur s'installait. Il devait partir, et vite. Environ 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Les scientifiques étaient rentrés chez eux sains et saufs, et les choses avaient lentement commencé à revenir à la normale à l'extérieur, du moins en apparence. Après être finalement retournés à leur base, ils avaient contacté le responsable du projet et demandé une évacuation immédiate. Un vol fut organisé et l'équipe fut évacuée dès que possible. Depuis la semaine de leur retour, l'équipe avait fait tout ce qu'elle pouvait pour raconter ce qui s'était passé là-bas. Mais même avec toutes les photos de Matthew, presque personne ne croyait leur histoire. L'équipe contacta des médias, essayant pendant des jours de convaincre quelqu'un de les prendre au sérieux. La plupart les ignoraient. Au final,
seule une petite chaîne montra un réel intérêt. Même alors, la chaîne n'était pas prête à publier quoi que ce soit sans preuve solide. Après discussion, l'équipe prit donc une décision. Des personnes seraient envoyées aux coordonnées pour constater le mystère par elles-mêmes. C'était un retournement de situation inattendu. Les chercheurs ressentirent enfin un certain soulagement. Au moins une organisation les avait pris au sérieux. La chaîne d'information ne perdit pas de temps et monta sa propre expédition pour vérifier les affirmations. Et, effectivement, ils trouvèrent exactement ce que les scientifiques avaient décrit. Lorsque cette équipe revint environ 2 semaines plus tard, la chaîne agit rapidement. Elle se prépara à publier l'histoire complète, avec une introduction détaillée de l'équipe de recherche, leur mission initiale et un accent particulier sur le rôle de Matthew dans la découverte. À peine 3 jours après leur retour, l'article était en ligne et le monde entier fut stupéfait. Il s'avéra que le pôle Nord n'était pas aussi vide que la plupart des gens le pensaient. Au cœur de cette région glacée, un groupe de criminels utilisait le territoire pour cacher des biens volés. Au fil des années, ils avaient construit un site de stockage secret au milieu de nulle part. Le plan avait parfaitement fonctionné, jusqu'à maintenant. Avec l'aide d'une équipe internationale de forces de l'ordre, la zone fut entièrement fouillée. Ce qu'ils découvrirent fut choquant, des dizaines d'objets volés, dont un grand nombre de statues dérobées à des collections privées au fil des années. Beaucoup étaient en or. Il semblait que les criminels utilisaient cet endroit reculé comme cache, prévoyant de vendre les objets au moment opportun. À proximité du site, les enquêteurs découvrirent également un ponton et un bateau de fret, probablement utilisés pour transporter les marchandises volées discrètement. De manière surprenante, il ne fallut pas longtemps pour retrouver les responsables de l'opération. La plupart des suspects furent arrêtés avant même que l'article ne soit rendu public. Pendant qu'ils faisaient face à la justice, une seconde équipe d'experts commença à identifier les propriétaires légitimes de chaque statue. Cette découverte inattendue fit la une des journaux partout dans le monde. Soudain, on parlait du pôle Nord non seulement pour son climat ou son isolement, mais aussi pour ce réseau criminel caché. Si cette histoire vous a surpris autant que nous, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies comme celle-ci. Votre soutien nous aide à mettre en lumière ces découvertes incroyables.